Bonsoir à tous et merci d'être venus. Moi, je vais vous parler d'un sujet un peu plus méta qui est sur l'écriture d'articles de blog tech et plus généralement comment vaincre le syndrome de la page blanche. Ce que j'entends par syndrome de la page blanche, c'est j'imagine le contexte où il y a peut-être votre boîte qui vous a dit que ça serait bien que vous écriviez un article sur son blog et autant vous seriez content d'avoir un article qui est lu par des centaines de personnes et signé de votre nom, autant vous ne savez pas forcément par où commencer, quelle idée choisir et comment se mettre à écrire. Donc moi, je suis là pour essayer de donner potentiellement quelques astuces pour réussir à avancer là-dessus. Moi je me présente, je m'appelle Tim Carey, donc je suis développeur advocate chez Content Square, je suis aussi co-organisateur des Human Talks ce soir et une partie de mon travail à Content Square c'est d'aider mes collègues à écrire des articles de blog, les aider à trouver des sujets, les aider dans toute cette écriture. Et ce que je vais vous partager ici c'est des trucs qu'on a fait en interne qui a fonctionné pour nous, qui fonctionneront peut-être pour vous. Moi j'ai une certaine passion professionnelle dans tout ce qui est le partage de connaissances au sein des différentes communautés tech, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que je suis co-organisateur ici. Et j'ai aussi une passion personnelle qui tourne autour de tout ce qui est le storytelling, l'écriture d'histoires, de scénarios, qu'est-ce qui fait qu'une histoire est intéressante à lire ou à écouter. Et donc pas mal des conseils que je prends, j'ai essayé de m'inspirer d'auteurs de fiction, de voir comment eux ils écrivent leurs œuvres de fiction et comment ça peut nous aider à écrire des articles de blog tech qui soient de meilleure qualité. Première citation que je vais vous donner, c'est celle d'Ernest Hemingway, qui dit « Écrivez bourré, corrigez sobre ». J'aime bien cette citation pour deux raisons. La première, c'est qu'Ernest Hemingway n'a jamais réellement dit ça. Quelqu'un d'autre l'a dit. Je ne sais pas qui, mais comme ça allait dans le sens de ce que je voulais vous dire, j'ai gardé la citation. La deuxième raison, c'est parce que ça montre qu'il faut vraiment un état d'esprit différent quand on écrit, entre la phase où on va être très créatif et on va trouver plein d'idées, et la phase où on va être beaucoup plus analytique et où on va se mettre à corriger le contenu pour s'assurer que ce soit facilement compréhensible. Écrire un article de blog, c'est clairement pas quelque chose où vous prenez 2 heures dans votre calendrier, vous vous asseyez à votre table, vous trouvez une idée de génie, vous écrivez des phrases parfaites du premier coup et vous le publiez. C'est quelque chose qui va se passer en plusieurs étapes. Et moi, j'aime bien séparer ces 3 étapes en une étape de création, de narration et d'édition. La création, c'est là où vous allez trouver toutes les idées de ce dont vous voulez parler. La narration, c'est là où vous allez le transformer en une histoire qui soit facilement compréhensible par quelqu'un d'autre. Et l'édition, c'est là où vous allez corriger tous les petits détails pour qu'il n'y ait rien qui distrait le lecteur quand il est en train de le lire. Je pense qu'il faut laisser à minima quelques heures, voire quelques jours entre chacune des phases, quelques semaines maximum, mais au-delà, vous allez risquer de perdre le fil de ce que vous êtes en train de faire. Donc, imaginez que vous ayez l'idée d'écrire un article, il vous faut déjà vaguement un sujet. Un sujet, c'est quelque chose de très général, donc on va prendre l'exemple de je voudrais écrire un article sur Vue.js, parce que depuis un an, je suis sur un projet qui est en Vue.js, qu'est-ce que j'ai pu apprendre sur ce sujet? Pour le moment, je ne sais pas encore exactement de quoi je vais parler, à part ce sujet très générique. Dans la phase de création, c'est là où je vais essayer de noter un maximum d'idées par rapport à ce dont je veux parler. J'ai juste ce sujet général, maintenant il va falloir voir exactement l'angle d'attaque et ce que je vais mettre dedans. Pour ça, je suis la citation de Kian Kojandi qui dit « Chaque idée est un jouet ». Ce qui veut dire par là, c'est que les bonnes idées, elles vont vous arriver à n'importe quel moment de la journée, mais jamais au bon moment. Elles vont vous arriver quand vous êtes sous la douche, quand vous êtes dans le train pour aller à votre boulot, quand vous êtes en train de refactorer une codebase ou en train de discuter avec quelqu'un, mais c'est jamais le moment où vous êtes en train de vouloir écrire. C'est comme un jouet avec lequel c'est jamais le moment de jouer. Donc métaphoriquement, il faut essayer de la mettre dans votre chambre pour jouer avec plus tard. C'est-à-dire, il faut noter toutes ces idées quelque part. Dans un calepin, dans une to-do list, dans un Google Doc. Comme ça vous fera de la matière pour les retrouver plus tard quand vous vous mettrez à écrire. Les bonnes idées, elles vont jamais vous arriver au moment où vous décidez d'écrire. Elles vont vous arriver bien avant, de manière passive, donc il faut bien les noter. Quand vient enfin le moment de se mettre à écrire, vous reprenez votre liste et vous essayez de faire des groupes de toutes ces idées. Moi, ce que je fais, c'est que je les note sur une petite feuille de papier, je les pose sur mon bureau et j'essaie de les regrouper ensemble si elles tournent autour du même thème. Ça me permet de voir que j'ai des gros tas de cartes autour d'une même idée. Par exemple, là, j'avais plein de cartes autour de comment faire du rendering de composants en Vue.js. Il y a plein de manières différentes de le faire. Je me suis posé plein de questions sur ce sujet. Et j'ai d'autres idées qui sont des citations que j'ai entendues ou des plugins de Vue.js qui sont pas mal. Ça tombe pas vraiment à l'intérieur, donc je commence à isoler réellement que j'ai un thème qui va être mon angle d'attaque d'écriture. Les autres idées, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas bonnes, je les mets de côté. C'est un peu métaphoriquement, vous avez décidé de jouer au Lego, donc tous les Playmobil vous les mettez de côté. C'est pas que c'est des mauvais jeux avec lesquels on ne peut pas jouer, c'est juste qu'ils ne sont pas compatibles et vous allez avoir beaucoup de mal à mettre ces idées dans l'angle que vous avez initialement prévu. Une fois que vous avez vos idées, il va falloir raconter une histoire avec. Depuis qu'on est bébé, on nous raconte des histoires, on apprend à lire, on lit des histoires, on regarde des films, on regarde des séries. À l'échelle de l'humanité, ça fait des milliers d'années qu'on est bercé de mythes, de contes et de légendes. Donc notre cerveau, en tant qu'être humain, il s'attend à ce qu'une histoire suive un certain pattern.
Si vous gagnez votre vie en écrivant des scénarios de films, vous pouvez bien sûr vous permettre de casser ce pattern, mais là on écrit un article de BlogTech, donc on va essayer de garder un truc qui fonctionne pour 99% des gens la plupart du temps. Ça veut dire qu'une histoire, c'est un peu bête de le dire, c'est un peu absurde, mais elle est censée avoir un début, un milieu et une fin. Si votre histoire n'a pas de début et que vous êtes catapulté directement au milieu, votre lecteur il va avoir aucune empathie pour ce que vous êtes en train de raconter, parce qu'il ne sait pas pourquoi c'est censé l'intéresser. Si vous n'avez pas de milieu, vous avez juste un début et une fin, c'est pas vraiment un article de blog, c'est pas vraiment une histoire que vous racontez, c'est un mode d'emploi ou une documentation. Vous n'avez pas le contenu principal. Et si vous n'avez pas la fin, ça s'appelle faire une Game of Thrones, ça veut dire que vos lecteurs vont être très frustrés d'avoir investi tant de temps dans ce que vous êtes en train de leur raconter sans que vous finissiez réellement l'histoire. Donc c'est important d'avoir ces trois parties quand on raconte une histoire. En narration, on appelle ces trois parties la mise en place, la confrontation et la résolution. La mise en place, c'est là où vous expliquez le contexte de ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous travaillez sur une application d'IoT, vous le dites. Si vous êtes sur une application mobile à fort trafic, vous le dites. Si vous ne le dites pas, votre lecteur, par défaut, il va imaginer que vous êtes dans le même contexte que lui. Si c'est un freelance qui vous lit, il va croire que vous êtes freelance. Si c'est quelqu'un qui travaille dans un grand groupe, il va croire que vous êtes dans un grand groupe. Donc c'est important de poser le contexte pour raconter l'histoire. La confrontation, c'est là où vous expliquez votre problème et là où les différentes solutions que vous y avez apportées. Et finalement, la résolution, c'est un petit peu le miroir de la mise en place, où vous réexpliquez le contexte initial à la lumière de ce que vous avez appris en trouvant les différentes solutions. La mise en place et la résolution, en termes de durée, ça prend que quelques lignes à l'intérieur de votre article de blog, mais c'est très important de faire ce sandwich parce que c'est ça qui fait vraiment les limites de l'histoire que vous êtes en train de raconter. Le gros du contenu, ça va se passer dans la confrontation. Et j'aime bien le terme de confrontation parce que c'est un terme qui paraît un petit peu violent et brutal, mais ça n'a pas besoin d'être vraiment quelque chose de violent. Comme disait Joss Whedon, un auteur gagne sa vie en créant des conflits. Ce qui veut dire par là, c'est qu'une histoire qui est digne d'être racontée part forcément d'un conflit. Ça ne nous intéresse pas de lire l'histoire d'une journée typique de quelqu'un qui fait sa routine, qui est exactement la même que la journée de la veille et qui sera la même que la journée du lendemain. Ce qui nous intéresse dans une histoire, c'est quand il y a un élément perturbateur, quand il y a un problème, il y a quelque chose qu'on souhaite résoudre. Donc quand vous écrivez un article de blog, essayez de trouver quelle est cette question que vous souhaitez résoudre. Dans mon cas, je me suis posé plein de questions sur comment est-ce qu'on fait du rendering de composants en Vue.js. Donc je me suis dit, c'est quoi la meilleure manière d'un point de vue maintenance d'écrire des composants en Vue.js? C'était ça mon conflit, c'était ça la question à laquelle il fallait que mon article réponde. Et enfin, une fois que vous avez vos idées et cette structure narrative, on passe à la partie d'édition. Là, vous avez vos idées, vous faites confiance à cette structure qui fonctionne, et c'est un moment où vous êtes censé débrancher votre cerveau créatif et passer un peu en mode pilotage automatique pour s'assurer que ce soit facile à lire. Il faut vraiment que vous preniez de la distance avec les idées que vous avez dedans, que vous n'ayez plus d'ego par rapport aux les idées qui sont à l'intérieur. C'est vraiment le moment où vous allez vous focus sur la forme et plus du tout sur le fond. Le but de cette partie, c'est de réussir à faire comprendre l'histoire que vous avez dans votre tête à quelqu'un qui n'est pas dans votre tête. La meilleure manière pour moi de le faire, un conseil que je donne souvent, c'est essayer de vous imaginer un ami ou une amie à vous qui travaille dans la tech mais pas dans votre boîte et écrivez comme si vous étiez en train de parler à cette personne. Ça vous permettra d'une part d'avoir un niveau d'abstraction qui reste cohérent du début à la fin. Cette personne, elle a déjà fait du JavaScript, mais jamais fait du Vue.js, donc vous savez ce que vous avez besoin de lui expliquer, ce que vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Ça permet au lecteur qui lit ça d'avoir l'impression que ça lui est personnellement destiné, parce que vous parlez réellement à quelqu'un quand vous écrivez, et ça vous permet de garder un ton cohérent où vous ne mélangez pas les jeux avec les tu, avec les vous, etc. C'est une méthode qui est assez similaire à ce qu'on fait déjà en développement avec la technique du rubber ducking, où on prend notre canard en plastique et on essaie de lui parler pour qu'il nous aide à résoudre nos bugs ou à trouver la meilleure architecture. Et il y a beaucoup de bonnes pratiques d'écriture d'articles de blog que j'ai en fait empruntées à des bonnes pratiques d'écriture de code. Par exemple, il va falloir faire du linting. Donc c'est vérifier que toutes les phrases soient grammaticalement correctes, qu'il n'y ait pas de faute de frappe, que tous les liens fonctionnent, etc. Vous allez faire, c'est bien d'avoir une machine qui le fait automatiquement pour vous. Il y a plein d'éditeurs qui vous permettent de vérifier ça. Vous allez avoir du peer review, qui est l'équivalent des pull requests. Donc vous partagez votre draft Google Doc avec quelques collègues et ils vont le relire et ils vont vous trouver déjà des fautes de frappe que vous n'aviez jamais vues, même si vous avez relu cette phrase 10 fois. Et ils vont aussi vous aider à voir si vos différentes transitions, votre contexte est bien expliqué pour quelqu'un qui n'est pas dans votre tête, si tout s'explique correctement. Et enfin, la partie la plus dure, c'est la partie de refactoring. C'est là où il va falloir enlever du contenu. Vous prenez méthodiquement tous les mots de votre article et vous vous dites, est-ce que si j'enlève ce mot, on comprend quand même la phrase? Si oui, vous enlevez le mot. Ensuite, vous faites pareil avec toutes ces phrases. Est-ce que si j'enlève cette phrase, le paragraphe est toujours compréhensible?
Si oui, on enlève la phrase. Et potentiellement, vous faites pareil avec tous les paragraphes. Vous pouvez même enlever directement un paragraphe si jamais vous pensez qu'il n'ajoute rien à l'article. Le but, c'est d'augmenter énormément le ratio entre le signal et le bruit de ce que vous êtes en train de mettre dans votre article. Et je finirai avec cette citation de Blaise Pascal qui disait « Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait une lettre plus courte ». Ce que ça signifie, c'est que c'est très facile d'écrire et d'écrire beaucoup. C'est beaucoup plus difficile d'écrire quelque chose que quelqu'un a envie de lire. C'est comme avec du code, c'est facile d'écrire du code. C'est beaucoup plus dur d'écrire du code facilement compréhensible et maintenable par quelqu'un d'autre. Mais c'est un travail qui est hyper important pour ne garder vraiment que ce qui est essentiel à l'intérieur de votre article de blog. Donc voilà pour mes quelques conseils. C'est des conseils qui ont fonctionné chez nous. J'espère qu'il y en a quelques-uns que vous utiliserez si vous voulez écrire vous aussi. Si vous écrivez des articles de blog, n'hésitez pas à me les partager, que je les lise et que je les partage moi aussi autour de moi et qu'on crée comme ça une communauté au sein de Meetup et au sein de Blog Tech à Paris et en France où on partage chacun ce qu'on a appris. Merci beaucoup. Est-ce que tu utilises des outils en particulier pour agréger tes idées, genre Notion ou des trucs comme ça? La question était, est-ce que j'utilise des outils en particulier pour agréger mes idées, Notion ou autre. Donc j'utilise Notion pour différents trucs dans ma vie, pour noter plein de choses. Bizarrement, je ne l'utilise pas pour l'écriture d'articles de blog tech. J'utilise un simple Google Doc dans lequel je mets mes trucs en vrac parce que je sais que je vais écrire mon draft dans un Google Doc à la fin parce que ce sera plus facile de le partager que sur Notion. Donc je me mets directement dans ce contexte-là. Comment est-ce que tu sais où t'arrêter? Est-ce que tu te dis des fois, ah en fait ça typiquement, il faut que je refasse 2 articles? La question c'est comment est-ce que je sais où m'arrêter, ou est-ce qu'il est nécessaire de faire 2 articles ou pas? J'ai pas de règle précise pour savoir à partir de quel moment un article est trop long. Il faudrait que je me mette une règle pour savoir au bout de tant de pages, et ça serait peut-être bien de le splitter en 2. Je pense que ce qui est important, c'est que tant que ton lecteur lit ton histoire, ça s'enchaîne de manière cohérente. Si jamais tu pars sur une tangente sur le côté qui est un peu à part, ça peut mériter un article différent. Mais si tu es confronté à un problème, tu as essayé une première solution, elle ne marche pas, ça t'a donné l'idée d'une deuxième que tu testes qui ne marche toujours pas, puis une troisième, et enfin tu trouves la solution à la 4e, je pense que ces différentes étapes sont nécessaires à la compréhension. Si a posteriori, tu te rends compte qu'il y avait une de ces étapes, c'était même pas la peine de tester cette piste, tu peux l'enlever, tu n'es pas obligé de raconter exactement les choses telles qu'elles se sont passées, mais telles que l'histoire est intéressante. Et il y avait une autre question derrière. Mon ressenti personnel, la façon dont j'approche les choses, c'est que j'ai l'impression que j'ai toujours à peu près des idées, ou la phase créative, ça va, c'est plus, j'ai du mal à passer à l'action. Maintenant, je vais écrire un truc. Du coup, est-ce que tu as des astuces pour justement me dire, à un moment donné, allez, c'est bon, je vais y aller, je vais mettre ça en forme et utiliser ça. Alors la question c'est d'Albéric qui dit qu'il n'a pas de problème à trouver des idées, mais c'est juste réussir à passer à l'action et se dire je vais écrire un article de blog et comment est-ce qu'on fait pour se lancer. Personnellement, moi ce que je fais, c'est la même chose que quand je fais un talk comme ça, c'est que je m'engage. Je dis tel jour je ferai un talk sur tel sujet, ou maintenant il faut que je le fasse, ou tel jour je vais publier un article de blog auprès de personnes que j'estime et que du coup j'ai pas envie de laisser tomber. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis obligé de le faire, et c'est comme ça que moi personnellement je me force à faire les choses. Du coup, est-ce que tu as essayé l'alcool ou pas? Non, bien sûr, j'ai un disclaimer que j'ai pas dit, mais je vous invite pas à consommer de l'alcool sur votre lieu de travail. Mais il y a plein d'idées effectivement qui viennent à des moments où tu n'en as pas besoin. Si tu as besoin de picoler pour trouver des idées, fais-le, mais en dehors des heures de bureau, quoi. Est-ce que tu conseilles de s'adresser au lecteur en le tutoyant ou en le vouvoyant comme si on s'adressait à une assemblée, ou bien utiliser le pronom on? Alors, on me demande s'il vaut mieux parler au lecteur en le tutoyant ou en le vouvoyant en utilisant le pronom on. J'avoue que moi, je me pose pas la question parce que j'écris en anglais et que je dis you tout le temps et que je sais pas l'un ou l'autre. Je dirais que pour un article de blog en français, je resterai sur du vous, à moins que la ligne éditoriale de la boîte pour laquelle tu travailles soit déjà passée sur du tu, mais par défaut, je resterai sur du vous. Il y a une question au fond. Est-ce que c'est une bonne idée de outsourcer certaines parties de rédaction de l'article? La question c'est est-ce que c'est une bonne partie d'outsourcer certaines parties de rédaction de l'article? C'est une bonne idée pour qui? C'est potentiellement une bonne idée pour ta boîte parce que comme ça, ils ont juste à mettre des sous dans la machine et il y a des articles qui arrivent. C'est pas forcément une bonne idée pour toi. En fait, écrire un article de blog, c'est quelque chose qui va servir au développeur pour sa carrière. Même une fois qu'il aura quitté sa boîte, l'article de blog, il sera encore là, signé de son nom, et c'est un truc qu'il pourra montrer dans ses CV suivants. C'est quelque chose qui l'assoit un petit peu comme expert. Donc si l'objectif de ta boîte, c'est de faire monter en compétence les gens qui sont chez toi,
c'est pas une bonne idée d'outsourcer ça, il vaut mieux essayer de faire monter en compétence les gens qui sont en interne. Et en tant que développeur, quand je vois dans un blog que c'est toujours la même personne qui écrit des articles sur des sujets radicalement différents de front, de back, etc., je sais que c'est pas lui l'expert et que ça m'enlève un petit peu de confiance. Donc je pense que c'est mieux de faire réellement écrire les gens, même si c'est pas parfait, que ça soit authentique et que ça vienne vraiment des développeurs de la boîte. Ça prend à peu près combien de temps d'écrire un article de blog? Combien de temps ça me prend d'écrire un article de blog? C'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre parce que ça se passe en tellement de phases et il y a tellement de latence entre différentes parties. Personnellement, moi, les articles que j'écris, généralement, c'est des résumés de conférences ou de meet-up dans lesquels je vais et ça me prend 1 heure ou 2 après l'événement tant que c'est encore frais dans ma tête. Mais j'aide plein d'autres personnes à écrire des articles sur des sujets beaucoup plus profonds. Clément est là à écrire un article, pourrait discuter avec lui avec cette méthodologie. Ça s'étale sur plusieurs semaines avec plusieurs allers-retours sur les différents sujets. Bonne question, il faudrait que je chronomètre. Alors, on a une dernière question. Est-ce que tu as déjà testé des narrations un peu atypiques? Est-ce que j'ai déjà testé des narrations plus atypiques, pas sur des articles de blog, ou alors ce qui peut marcher sur un article de blog si ta plateforme te le permet, c'est de rajouter une live démo à l'intérieur de l'élément, genre tu as un bout de code et on peut tester réellement le truc. Ça c'est le top, c'est vraiment le mieux, mais c'est pas toujours possible. Des narrations plus atypiques, je vais le faire dans des médiums qui sont pas des articles de blog, qui vont être des parties de jeux de rôle à côté avec des potes ou des trucs comme ça. Donc je vous remercie tous de m'avoir écouté, je vais maintenant laisser la place au prochain speaker. Merci beaucoup.